Alors là, du coup, t'as Biden qui est devant et t'as Macron qui le rattrape là, qui essaie de tenter un coup de com', qui interrompt la fausse conversation et hop, il agrippe le président états-unien et du coup, il parle de pétrole. Voilà, et ça dure long. Ça dure très long, beaucoup trop long pour pas que ce soit très gênant. Et tout ça devant les caméras, hein. C'est un coup de com' qu'il essaye. Et puis il se rend compte après qu'il est totalement débile, il s'excuse et il repart. Alors Macron, on en a souvent parlé sur la chaîne. Hein. On sait que c'est un libéral, on sait qu'il sait pas très bien défendre les intérêts français. On sait que c'est un paillasson aussi, globalement, de beaucoup de puissance. Mais jusque-là, Macron, on savait ce qu'il faisait, tu vois. On savait pourquoi il faisait les choses, etc. C'était compréhensible. Mais cette scène-là, putain, ça m'a retourné le cerveau, quoi. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'était quoi l'objectif? Pourquoi est-ce que notre président, qui gère la diplomatie française dans un des moments les plus importants de l'histoire du XXIe siècle, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bon Dieu de bonsoir, pourquoi? Comme quoi, voter pour des gens, c'est important, parce qu'après, c'est ces gens-là qui se retrouvent dans ce genre de réunion, quoi. Ouais. Mais heureusement, on ne dépend pas de Macron et de ses parutions publiques pour comprendre ce qui se passe à l'international. Amis réfractaires, aujourd'hui, c'est la revue de presse. Alors cette séquence qu'on vient de voir, ça a été tiré du G7 il y a quelques jours où on causait apparemment du pétrole et du cas de l'Inde très intéressant qu'on verra dans une grosse vidéo sur l'énergie dans quelques jours. Et donc entre les déclarations lunaires d'Emmanuel Macron et ses petits montages vidéo dignes d'une belle propagande TikTok qu'il poste un peu partout, il y a eu quand même quelques annonces intéressantes. L'un des objectifs du G7 était pour les États-Unis de mener sa coalition contre la Chine. Et pour ça, Biden a annoncé 600 milliards d'euros d'aide dans les pays en développement pour construire des infrastructures. Là, tu te dis, ah putain, c'est cool quand même, il donne des milliards pour les gens pauvres, les petits Africains, et puis après, tu te dis, non, aucune puissance en fait internationale ne fait ça. Et quand tu regardes plus en détail l'article du Monde, tu te rends compte que c'est quand même un petit peu... Bon, il y a quand même des détails importants. Déjà que c'est pas 600, mais 200 milliards. Et ces 200 milliards, ils comprennent ce qui est déjà investi par les États-Unis, donc ça change pas grand-chose. Une estimation d'investissement des entreprises privées états-uniennes, donc on n'en sait rien, et des prêts à la con, donc pas du tout une aide en fait. Donc ils ont rien dans les poches, mais ils annoncent quand même vouloir arroser tout le monde. Donc à part ce plan de financement qui n'en est pas un, le bloc états-unien n'a pas grand chose à proposer aux pays au développement, si ce n'est le Fonds monétaire international, et on va voir dans une prochaine vidéo que c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. L'idée des États-Unis à travers ce plan, c'est de concurrencer la nouvelle route de la soie chinoise. Les Chinois veulent construire en fait des milliers d'infrastructures partout dans le monde dont elle sera la propriétaire, des aéroports, des mines, des usines, et ça surtout en Afrique et en Amérique latine. L'objectif est de multiplier ses partenaires commerciaux et de diversifier ses accès aux ressources naturelles alors qu'ils sont en guerre diplomatique, économique et bientôt militaire avec les États-Unis et que du coup il peut y avoir des coupes dans les voies de ravitaillement très rapidement. Alors ils font ça évidemment en mode un peu sale, hein, c'est pas très écolo et social, mais au moins c'est pas accompagné des plans d'austérité qui détruisent les États comme le FMI. Et c'est cette stratégie qui leur permet d'être le premier partenaire commercial de l'Afrique pendant que les entreprises occidentales se font dégager un peu partout. C'est pourquoi en réalité il n'y a pas du tout l'unanimité des pays en développement pour sanctionner la Russie, comme nous l'explique Le Monde. Beaucoup d'États espèrent tirer de cette situation un ordre mondial plus multipolaire qui forcerait l'Occident, la Chine et la Russie à jouer la concurrence dans leur volonté commune de s'installer dans ces pays. L'ancien membre de l'ONU français interviewé parle même d'un mouvement non aligné qui rappelle un peu ce qu'il y a eu dans les années 50. Que là, ce mouvement non aligné est pas du tout structuré ni organisé, c'est juste des États qui essaient de tirer profit nationalement de ce bordel international. Et c'est bien dommage parce qu'il y a clairement une volonté, que ce soit du côté des États-Unis ou en réaction du côté de la Chine, de vouloir transformer ce monde multipolaire en deux blocs impérialistes qui s'opposeraient et dont la finalité serait la guerre, ce qui est pas ouf. Et du coup, un mouvement non aligné organisé, ça aura permis de peser là-dessus dans ce rapport de force pour pouvoir espérer une fin un peu plus agréable pour tout le monde, disons-nous. Sauf qu'évidemment, c'est pas le goût des États-Unis et de l'Europe qui les suit, alors qu'ils devraient pas les suivre, mais c'est ce qui se passe. Leur volonté à eux, c'est de créer un gros bloc militaire et économique pour affronter la Russie et la Chine. C'était ce qui était en discussion pendant le G7 et c'est aussi ce qui a été en discussion pendant le sommet de l'OTAN qui s'est passé quasiment en même temps. Les décisions du dernier sommet de l'OTAN sont assez simples. En gros, une plus grande coopération avec l'Union européenne pour coupler la force politique et économique de l'Union avec la force militaire de l'OTAN. L'OTAN qui est gérée par les États-Unis et l'Union européenne qui, par ses politiques libérales, sert aussi les intérêts états-uniens. Donc c'est là que tu vois qu'il y a un gros bloc qui est en train de se former avec de l'autre côté l'Australie qui rejoint la danse. Enfin, qui a toujours rejoint la danse, mais qui renforce leur alliance comme on l'a vu avec l'Auguste. Ça, c'est dans les autres vidéos. Faut regarder les autres vidéos, sinon c'est dur à suivre. Les États-Unis, eux, vont augmenter considérablement leurs troupes, leurs avions et leurs flottes présentes en Europe, comme le détaille La Libre. Biden a déclaré d'ailleurs une autre aide de 800 millions d'euros pour refourguer des armes à l'Ukraine. Les États-Unis, c'est vraiment les premiers toujours pour déclarer des guerres très loin de chez eux. Révolution permanente précise que les forces de réaction de l'OTAN qui permettent de se déployer rapidement sur le territoire va passer de 40 000 à 300 000 et que le budget de l'organisation
l'organisation de l'OTAN globalement va augmenter. Mais l'autre gros enjeu de ce sommet était évidemment l'adhésion de la Suède et de la Finlande qui ont déclaré récemment vouloir intégrer l'OTAN. Tu as un article, si ça t'intéresse pour aller plus loin, du Monde diplomatique du mois dernier qui s'appelle la Finlande et la Suède brisent l'idéal nordique et qui détaille pourquoi historiquement ils étaient neutres et pourquoi aujourd'hui ils veulent intégrer l'OTAN et est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Sauf que l'OTAN, évidemment, il faut le répéter, ce n'est pas un club de vacances où tout le monde peut aller. Tu vois, il faut que tous les membres de l'OTAN soient d'accord. Sauf que ça se compliquait pour nos deux pays nordiques au moment où la Turquie a dit non, je refuse que la Finlande et la Suède rejoignent l'OTAN. Pourquoi ? Parce que la Turquie avait des choses à réclamer à ces pays nordiques. Donc il faut savoir que la Turquie est en guerre en ce moment contre les Kurdes. Des Kurdes qui n'ont officiellement pas de pays et qui se partagent entre la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Et parmi ces Kurdes, tu as des gens qui font partie d'une organisation qui s'appelle le PKK, c'est le Parti des travailleurs kurdes, à qui nous, Français, nous avons une dette éternelle puisque ce sont eux qui, sur le terrain, ont combattu Daesh. Donc le fait que l'État islamique aujourd'hui ne soit plus une organisation suffisamment structurée pour pouvoir faire la merde comme ils ont fait en France et un peu partout dans le monde, c'est grâce aux Kurdes, ce qui est plutôt sympa de leur part. Ils sont démocrates, féministes, socialistes, ils luttent contre le terrorisme sur le terrain et aujourd'hui ils se font bombarder par la Turquie qui est un État ultra-autoritaire et ultra-religieux. Sous pression de la Turquie, le PKK a été considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Du coup, tu as plein de pays européens qui expulsent très régulièrement des anciens militants du PKK en Turquie pour qu'ils passent de belles vacances. Des vacances en prison, bien évidemment. Sauf que la Finlande et la Suède ont toujours historiquement pris des décisions en faveur des Kurdes. Il y a même en Suède une députée kurde de gauche à qui le gouvernement suédois avait promis que jamais ils ne feront d'extradition de militants du PKK en Turquie, là où on est sûr qu'ils vont se faire enfermer. Sauf que cette promesse n'a pas tenu très longtemps sous la pression diplomatique de la Turquie. Comme le précise Open 360, qui est un site d'actu militaire, Erdogan a réussi à négocier leur future extradition, tout ça enveloppé de belles langues de bois évidemment. L'article précise aussi que les deux pays nordiques avaient posé un embargo sur les armes contre la Turquie après le bombardement de Kurdes en Syrie en 2019 et cet embargo aussi, tout d'un coup, il est levé, c'est magique. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que l'OTAN, tu as des articles qui précisent que quand un des États membres se fait attaquer, automatiquement tous les autres États le défendent et entrent en guerre avec lui pour résister face à l'oppression, tu vois. Donc ça veut dire que nous, Français, en plus de laisser faire ces connards de dirigeants turcs, on leur assure leurs arrières, puisqu'ils peuvent faire n'importe quoi en Syrie. De toute façon, la Syrie ne peut pas attaquer la Turquie, puisque ça voudrait dire qu'automatiquement, toutes les plus grandes puissances européennes feraient la guerre à la Syrie. Résultat, la Turquie a annoncé redéployer ses troupes pour refaire une attaque en Syrie contre ces Kurdes, ce qui est totalement dégueulasse, immonde, illégal, injuste, mais que veux-tu, c'est la diplomatie française, c'est la diplomatie de l'Union européenne. Mais il faut dire qu'on aime bien les alliés qui arrivent à mettre l'ordre social chez eux, surtout quand ils sont très armés et très proches de la Russie, et surtout quand ils viennent de découvrir une immense poche de gaz en mer Noire. C'est environ 500 milliards de mètres cubes d'après les premières estimations, et le compte pourrait être plus élevé au fil des explorations qui vont se faire. L'exploitation a déjà commencé, et cette année, elle devrait dépasser les 3 milliards de mètres cubes par an, et son pic d'exploitation devrait être en 2026. Mais c'est pas avec ça qu'ils vont remplacer le gaz russe, parce que là c'est 3 milliards pour le moment la Turquie, la Russie c'est 170 milliards par an. Donc forcément, ça fait pas grand-chose, mais vu la situation de panique énergétique dans laquelle se trouve l'Europe, l'urgence dans laquelle il faut qu'ils trouvent absolument du gaz, en fait, ils sont prêts à racler absolument tous les fonds de tiroir et d'accepter toutes les menaces et les chantages diplomatiques de n'importe qui, tant que ces personnes-là peuvent leur fournir du gaz. D'ailleurs, demain matin, ou demain après-midi, ça dépend de débit, je tourne une vidéo sur la guerre de l'énergie où on va expliquer un peu tout ce bordel avec le gaz, on va parler de chiffres et on va montrer pourquoi la diplomatie européenne, là encore, c'est du n'importe quoi. Bref, c'est important, je trouve, de montrer du doigt les conséquences de cette diplomatie-là pour nos camarades kurdes à qui on doit énormément vu ce qui s'est passé en France, et c'est quand même très dommage que très peu de médias en parlent. Encore une fois, nous avons les émotions de nos alliances militaires. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles, comme on vous avait annoncé, dimanche dernier à Paris, il y a eu une mobilisation pour Assange le jour de son anniversaire. On a vu Dedache qui était content, Dedache qui a fait un discours, Dedache qui répond aux journalistes, et Dedache héroïque qui porte une sono et qui la met après sur sa tête, incroyable Dedache. Il y avait même des pancartes sympas, des lettres écrites qui vont être envoyées à Assange, et il y avait même un chien. Le seul député qui s'est déplacé était de la FI, bien sûr. Il s'agit de Arnaud Le Gall de la 9e circonscription du Val d'Oise avec un beau discours
disponible sur Twitter. Victor m'a dit que le discours des syndicats de journalistes notamment était beaucoup plus offensif et radical qu'à l'habitude. Petit à petit, à force de blagues et de références, le combat pour Assange gagne en force et en nombre. Et merci à Patricia et Vincent qui sont participés à la manifestation et qui nous ont envoyé ces images. En Belgique, il y a eu aussi des petits rassemblements et là c'est Josiane Grégio qui a partagé ça sur Facebook. Et donc le gars qui avait la sono sur la tête, là, Victor Dodage, c'est quelqu'un qui est encore aujourd'hui à l'avant-garde sur la question et de Cuba et d'Assange, qui nous a beaucoup parlé, avec qui on a fait beaucoup d'interviews et qui a pas mal influencé la ligne du canard, comme vous vous en doutez, vu qu'on parle de Cuba et d'Assange dans toutes les vidéos. Et donc ce Victor Dodage, il a développé un concept qu'on n'a jamais parlé, je crois, sur la chaîne, qui s'appelle le droit de savoir. Donc en gros, le droit de savoir, c'est la capacité que nous avons, nous, en tant que citoyens, de connaître la vérité sur ce qui se passe. C'est tout simple, hein, mais Wikileaks, c'était un des plus gros outils que nous avions pour ce droit de savoir-là, puisqu'il publiait directement les documents classés confidentiels par l'armée états-unienne, par la Syrie, par la Russie, etc. Du coup, on savait ce qui se passait. Et pour lui, c'est beaucoup plus important de dire on veut notre droit de savoir, parce que le droit de savoir, ça implique des médias qui sont réellement indépendants, des médias pluralistes, ça exige d'avoir un accès aux informations, une véritable transparence, alors qu'aujourd'hui, le concept à la mode un peu pour défendre les médias, c'est la liberté de la presse. Sauf que ces mêmes médias qui défendent la liberté de la presse sont les mêmes qui ont décidé librement de nous désinformer sur Assange. Donc il ne s'agit pas forcément d'avoir des médias qui sont dits libres, même s'ils ne le sont pas vraiment, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on fait, nous, en tant que citoyens, pour assurer notre droit de savoir. Et une des premières choses qu'on peut faire, c'est financer des médias indépendants, mais c'est surtout de militer pour récupérer Julian Assange, pour récupérer Wikileaks, puisque c'était la meilleure chose que nous avions pour assurer ce droit-là. Bon, sinon, tu as pas mal de choses qui se passent en Amérique latine, évidemment. Donc elle, c'est Janine Áñez. Elle avait organisé en 2019 un coup d'État militaire et religieux avec le soutien des États-Unis et de l'Union européenne. Oui, parce que la Bolivie est socialiste depuis 2006 et forcément, ça plaît pas à certaines personnes. Un coup d'État qui était basé sur un rapport totalement bidon qui accusait le Parti socialiste au pouvoir d'avoir truqué des élections. Du coup, la meuf était arrivée avec le soutien des religieux et de l'armée. Le président en place, élu démocratiquement, avait du coup dû partir au Mexique. Sauf que pas de peau, à l'élection suivante, le peuple bolivien la dégage, elle et son parti, et remet au pouvoir le Parti socialiste dès le premier tour avec 55% des voix. Et donc l'actualité, c'est que notre chère Janine vient d'être condamnée à 10 ans de prison pour avoir pris le pouvoir sans respect de la Constitution, et un autre procès va avoir lieu concernant les morts qui sont liés à la répression des manifestations qui voulaient lutter contre ce coup d'État. Du coup, c'est plutôt pas mal de voir des gens se défendre comme ça et au final de réussir à mettre les petits vendus en prison. Ça donne du courage, comme ça nous on se dit on pourrait peut-être faire la même chose. Et du coup maintenant on passe en Équateur, on en avait discuté à la dernière revue de presse internationale, il y a beaucoup de mobilisations et après 18 jours de ces manifs, un accord a été signé entre les syndicats organisateurs des grèves et des blocages et le gouvernement libéral. En échange de la fin des mobilisations, le prix de l'essence va baisser de 15 centimes, super, et des projets d'exploitation minière en Amazonie sont suspendus. Alors c'est bien, tu vois, de gagner des trucs. 15 centimes quand même, c'est pas ouf, hein. Je veux dire, Macron, il a fait pareil, il a fait, je sais pas, moins 10 ou moins 15 centimes, et puis, quelques semaines après, on n'avait plus vu ces 15 centimes, puisque, évidemment, vu que t'as rien changé structurellement, le prix de l'essence continue à exploser, et ça va être pareil en Équateur, le prix va continuer à augmenter, et dans 3-4 semaines, ils vont se retrouver dans la merde. Ça reste une belle victoire, mais putain, l'Équateur, quand même, c'est un des pays fondateurs des révolutions citoyennes, c'est un pays qui avait réussi à sortir des millions de gens de la misère, c'est un pays qui avait défié les États-Unis en hébergeant Assange pendant 7 ans dans leur ambassade à Londres. C'est pas un petit pays, ils ont une vraie culture socialiste. Peut-être qu'on peut espérer un petit peu mieux de sa part que juste 15 centimes, tu vois, avec des manifestations. Surtout que tu as 81% de la population qui a un avis défavorable sur le gouvernement. Donc dans ce pays qui a un beau passé socialiste, dans un pays qui a une grande contestation généralisée du pouvoir en place et en plus qui subit une crise économique forte, il y a grave moyen d'avoir des mouvements sociaux qui soient encore plus forts que ça. Sinon aux États-Unis, ça repète après que la police a abattu de 60 balles dans le dos un homme noir qui était en train de s'échapper. Et du coup, tu as eu pas mal de manifestations après les diffusions de cette vidéo dans le nord du pays. Et entre ces violences et l'augmentation des prix historiques, il y a pas mal de raisons là aussi de manifester aux États-Unis. En Angleterre, les syndicats de la poste britannique s'organisent et 115 000 d'entre eux vont voter bientôt la grève. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous-payés et que leur patron leur a promis une augmentation de salaire que de 2% alors que l'inflation est de 10%. D'ailleurs, on attend toujours le petit SMS de la CGT qui nous annonce des grèves un peu partout dans le pays. Ce serait quand même pas mal de faire ça, non ? Des grèves dans le pays par rapport à l'inflation, par rapport à Total qui se font des milliards de profits. Non, il n'y a pas de grève prévue. Bon. On peut attendre, hein. Peut-être que c'est moi qui me trompe et qu'ils vont appeler, mais
Mais on va quand même passer à la suite en attendant. Autre révolte relayée par cerveau non disponible, en Libye ça a pété à cause de la vie chère, encore une fois, et les manifestants ont pris d'assaut le parlement du pays avec des images qui, on dirait que c'est sorti d'un autre monde. Une des premières d'une longue liste de manifs et d'émeutes suite aux conséquences de l'augmentation des prix, de la spéculation et de la diplomatie belliqueuse des deux camps impérialistes. Et c'est là-dessus qu'on termine notre petite revue de presse internationale. J'espère que ça t'a plu. Normalement, ça va être toutes les semaines, si tout se passe bien, si on arrive au bout du financement, une revue de presse internationale toutes les semaines avec la météo des luttes et en plus évidemment plein d'autres vidéos sur l'actualité nationale et internationale. Donc si tu veux soutenir tout ça, voilà, tout est en description. Surtout que là, si ça vous intéresse ces trucs internationaux, on va préparer toute une série de vidéos qui va parler de l'énergie, qui va parler du nucléaire, qui va parler de l'OTAN, qui va parler de l'effondrement des pays, notamment avec le Sri Lanka. Du coup, ça va faire beaucoup de vidéos d'un coup. Si ça te plaît ce genre de truc, n'hésite pas à t'abonner puisque nous sommes la chaîne qui parle quasiment le plus d'international, en tout cas de chaîne politique. Et en plus de ça, avec une régularité et un engagement et un sens du détail qu'on retrouve, je crois, nulle part ailleurs. Du coup, profitez-en les gars. Sur ce, des bisous et à la prochaine.